la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons parler des différents statuts d'immigration au Canada et des différentes aides sociales que l'on peut bénéficier. Le but de la vidéo, le premier but de la vidéo, c'est pour vous outiller, vous permettre de savoir dans quoi est-ce que vous embarquez lorsque vous voulez immigrer au Canada, que vous soyez résident permanent, vous soyez étudiant ou travailleur. Deuxième but aussi, c'est pour vous prévenir de ne pas faire n'importe quoi lorsque vous arrivez sur le territoire canadien. Donc, si vous êtes curieux, je vous invite à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin et n'oubliez pas mes gros pouces bleus qui vont aider la vidéo à être mieux référencée sur YouTube. C'est donc votre façon de pouvoir me montrer votre support. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas aborder la citoyenneté canadienne parce qu'elle sera abordée dans une autre vidéo. Celle-ci va parler plus des statuts d'immigration et la citoyenneté canadienne n'est pas un statut d'immigration, ok? Donc, on va commencer par le premier statut d'immigration, c'est le statut de résident permanent. Un résident permanent, c'est une personne qui a obtenu la permission du gouvernement canadien de rester d'une façon permanente sur son territoire. Les résidents permanents ont une carte de résidence permanente, donc c'est comme leur carte d'identité, mais ils ne sont pas obligés de l'avoir, ok? Donc, leur statut est déjà enregistré au niveau du gouvernement. Mais pour des questions administratives, c'est toujours quand même assez pertinent d'avoir votre carte de résidence permanente. Les résidents permanents bénéficient de tous les avantages, tous les droits que les citoyens canadiens, en dehors du droit de vote et en dehors d'occuper certaines fonctions gouvernementaux. Sachez que même si vous êtes résident permanent et que vous avez obtenu la permission du gouvernement canadien de rester d'une façon permanente au Canada, vous pouvez aussi perdre ce statut de résident permanent. Dans quelles conditions? Première condition, c'est si vous êtes resté à l'extérieur du Canada pendant une longue période. Okay? Généralement, si vous restez plus de 6 mois, voire plus de 7 ou 8 mois là, vous pourrez perdre votre statut de résident permanent. Bon, pour ce qui est de la durée exacte, je vous la décrirai en description. Deuxième condition qui peut faire que vous puissiez perdre votre statut de résidence permanente, c'est lorsque vous êtes reconnu coupable d'un acte criminel. Donc, faites attention lorsque vous êtes résident permanent au Canada. Certes, vous avez la possibilité de rester au Canada d'une façon permanente, mais vous devez quand même respecter les lois du pays et ne pas demeurer premièrement à l'extérieur du Canada pendant une longue période ou commettre un acte qui est criminel. Donc, attention. Pour obtenir le statut de résident permanent, il y a plusieurs façons, plusieurs moyens. Vous pouvez passer par les différents programmes d'immigration que vous pourrez retrouver sur le site d'Immigration Canada. Je vous mettrai un lien en bas de description d'information. Vous pouvez aussi obtenir le statut de résident permanent grâce à un parrainage à la suite des études. Ok, donc il y a plusieurs procédures. Si vous êtes curieux, ben, vous irez lire le lien qui va être dans la description de la vidéo. Deuxième statut, ça va être un statut un statut temporaire. Ok, donc vous avez le statut de résident permanent. Vous restez d'une façon permanente au Canada. Deuxième statut, ça va être statut de résident temporaire. Dans résident temporaire, ça veut dire que vous restez au Canada pendant une période donnée. Et dans le statut de résident temporaire, il y a plusieurs types de personnes qui vont se retrouver là. Premièrement, nous avons des étudiants étrangers. Les étudiants étrangers sont des résidents temporaires au Canada qui demeurent au Canada avec un visa, avec un permis d'études. C'est le permis d'études qui leur confère le statut de résident temporaire. Généralement, ce permis d'études-là a la même durée que votre durée de formation. Okay? Donc, le permis d'études est valide pendant toute la durée de votre formation. Donc, pendant que vous étudiez, vous êtes un résident temporaire du Canada. Deuxième statut, deuxième type de personnes, on va avoir des travailleurs étrangers. Les travailleurs étrangers sont des résidents temporaires au Canada et ceux-là vont rester au Canada grâce à ce qu'on appelle un permis de travail. Dans le permis de travail, on va avoir un permis de travail ouvert qui permet à ces personnes-là de travailler pour l'employeur de leur choix, l'entreprise de leur choix. Sinon, nous avons aussi le permis de travail qui est fermé, qui vous permet de travailler uniquement pour
un seul employeur, ok? D'autres personnes qui bénéficient d'un statut de résident temporaire, on a aussi des visiteurs. Les visiteurs sont des personnes qui ont avec eux un visa visiteur, c'est-à-dire qu'ils sont venus visiter le Canada pendant une certaine période. Ça peut aller de 3 mois à 6 mois. Il y a des visiteurs qui vont être au Canada qui vont même réussir à renouveler leur visa visiteur, mais ils sont toujours dans le cadre de résidents temporaires. Ok? Donc là, nous avons parlé des résidents permanents, nous avons parlé des résidents temporaires qui sont soit les étudiants, soit les travailleurs ou des visiteurs. On va aussi avoir un autre statut, c'est le statut de demandeur d'asile. Et pour le demandeur d'asile, ça va être très important que je vous partage mes notes. Écoutez très bien. Le demandeur d'asile, c'est une personne qui a demandé une demande de protection comme réfugié et qui attend la décision. Donc, un demandeur d'asile, c'est une personne qui a déposé une demande de protection comme réfugié et qui attend la décision. Donc, les demandeurs d'asile, là, si je prends par exemple le cas d'un étudiant étranger. L'étudiant étranger vient au Canada pour étudier, puis finalement, il demande l'asile. Quand tu demandes l'asile, tu dois avoir des raisons et des motifs assez valables. Soit tu vas... En fait, quand tu dis que tu demandes l'asile, c'est que tu ne peux plus retourner dans ton pays. Ok, tu dois avoir des raisons valables de ne plus retourner dans ton pays. Soit ton pays est en guerre, soit tu es persécuté, mais tu dois avoir des preuves et des arguments solides. Ça ne veut pas dire que quand tu demandes l'asile, là, tu deviens... en fait, tu restes au Canada, tu ne retournes pas dans ton pays. Non, 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 non. Parce que quand vous faites demandeur d'asile, c'est que à la fin de votre demandeur d'asile, c'est que vous obtenez un statut de réfugié. Parce qu'une personne réfugiée, c'est une personne qui a fui son pays parce que soit son pays est en guerre, soit parce qu'il a peur des représailles. Et cette personne-là va rester au Canada et être protégée. Maintenant, si toi, tu es un étudiant, tu es un travailleur qui a demandé l'asile en disant que tu ne peux pas retourner dans ton pays, il faut que tu aies des motifs assez valides, prouvables et valables. Parce que une personne qui a demandé l'asile peut aussi avoir une réponse négative. Tu peux beau demander l'asile, expliquer, montrer les motifs, mais on peut aussi te dire non. Donc, lorsque une personne qui a reçu une décision négative sur sa demande d'asile, cette personne-là va être appelée un demandeur d'asile refusé. Parce qu'il y a demandeur d'asile accepté, demandeur d'asile refusé. Donc, lorsque toi, ta demande d'asile est refusée, tant que tu n'auras pas reçu une date de déportation, parce que oui, tu vas être déporté, hein? Tu vas être déporté. Lorsque tu demandes l'asile et que ta demande d'asile n'est pas acceptée, tu vas être déporté. Donc, lorsque tu n'as pas encore reçu une date de déportation, tu as accès au même service qu'un demandeur d'asile accepté. OK? Donc, lorsque vous faites votre demande d'asile, les gars, j'insiste sur le côté demandeur d'asile, vous devez avoir des arguments, des motifs assez solides. Parce que vous êtes nombreux à demander l'asile, mais vous ignorez comment est-ce que ça marche. Lorsque tu demandes l'asile, tu dois expliquer que tu ne peux pas retourner dans ton pays parce que tu es menacé, parce que tu es persécuté, parce que ton pays est en nanana. Et chose que tu oublies, c'est que lorsque tu avais fait ta demande de permis d'études, tu avais expliqué à l'agent d'immigration que ton but était d'étudier et retourner dans ton pays. Quand tu avais dit que ton but était retourner dans ton pays à la fin de tes études, tu avais prouvé. Tu avais expliqué. Soit tu avais montré que tu avais des liens familiaux, promesses d'embauche, tu as vanté les mérites de ton pays, tu as dit, moi j'aime mon pays, je vais aller développer, faire ceci, faire cela. Et d'un coup, tu ne peux plus retourner. Il faut que tu aies des arguments assez solides. Maintenant, en dehors des demandeurs d'asile, sachez aussi qu'il y a des personnes qui sont sans statut au Canada. Ah oui, 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 oui. Il y a des personnes qui n'ont simplement pas de statut.
Il y a des résidents permanents, comme je l'ai dit. Il y a des résidents temporaires. Il y a des demandeurs d'asile qui sont encore en attente d'évaluation de leurs documents. Les demandeurs d'asile, lorsque la demande est acceptée, ils ont un statut de réfugié. Lorsque la demande est refusée, donc c'est des demandeurs d'asile avec un statut refusé, qu'est-ce qu'ils vont attendre? Ils vont attendre la déportation, c'est-à-dire retourner dans leur pays. Et de ce côté-là, sachez qu'il n'y a pas de pitié, donc soyez vigilants. Maintenant, pour les personnes sans statut là, c'est quoi une personne sans statut? Je vous l'explique. Lorsqu'une personne n'a pas l'autorisation de rester au Canada ou que sa période d'autorisation est expirée, elle est sans statut. Un exemple, une fois de plus. Un étudiant étranger qui vient étudier au Canada pendant une formation de 3 ans, finit sa formation, son permis d'études est expiré, l'étudiant n'a pas de permis de travail pour diplôme, n'a pas de permis de travail tout court, reste au Canada sans un statut valide, donc tu es une personne sans statut. Donc, à la fin de votre formation, vous devrez à tout prix mieux d'avoir un permis de travail. Ayez votre permis de travail, travaillez, faites votre carrière et demandez votre résidence permanente toujours dans la légalité. Vous n'avez aucun stress de ce côté-là. Faites toujours les choses dans la légalité telle que je vous dis. Donc, une personne qui n'a pas l'autorisation de rester au Canada ou que sa période d'autorisation est expirée, parce que comme je l'ai dit, les travailleurs sont là à cause de leur permis de travail, les étudiants sont là à cause de leur permis d'études. S'il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'études, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de contrat, tu es sans statut. Donc, cela est notamment le cas dont le visa est expiré, comme je vous l'ai dit. C'est le cas aussi d'une personne qui a reçu une date de déportation à la suite du refus de sa demande d'asile. Donc, lorsque tu as reçu une demande de déportation, là, on te dit une date de déportation, on va te, là par exemple, on est aujourd'hui le 30 octobre, on va te déporter le 5 novembre. Du 30 au 5, là, tu n'as pas de statut, ok? Une personne sans statut peut faire objet d'un mandat d'arrestation visant à l'expulser du Canada. Tu n'as aucun statut au Canada, ça veut dire que tu n'as simplement rien à faire au Canada, ok? Donc, essayez toujours d'avoir un statut légal au Canada. Moi, je vous encourage toujours à agir dans la légalité parce que ça va plus vite. L'illégalité là, le stress de ça, vous-même vous êtes en train de subir ça, vous êtes en train de vivre. Mais vu que vous ne pouvez pas nous témoigner là, je fais la vidéo pour prévenir les autres qui ne suivent pas les mêmes pas que vous. Ok, donc lorsque vous êtes sans statut au Canada, vous n'avez rien à faire au Canada, ben vous pouvez recevoir un mandat d'arrestation. Vous promenez, hein, on vient vous arrêter à voiture, aéroport, vous retournez chez vous. Ok, donc en retournant chez vous, vous avez gaspillé tout votre temps au Canada, vous avez sacrifié tout l'argent de votre famille, vous rentrez là-bas les mains vides. Donc, réfléchissez-y. Donc, le statut de réfugié, c'est lorsque votre demande d'asile a été acceptée. Ok, ça veut dire que vous êtes une personne qui va être protégée par le Canada parce que vous ne pouvez pas retourner dans votre pays par peur de représailles. Une chose très importante, un réfugié accepté, donc votre demande d'asile a été acceptée, vous avez le statut de réfugié, peut faire une demande de certificat de sélection du Québec et une demande de résidence permanente pour avoir droit à plus de services, ok? Donc, lorsque vous avez votre statut de réfugié, ok, vous n'appartenez à aucune province pour le moment. Lorsque vous décidez de vous installer dans la province du Québec, mais vous savez, le Québec, là, tient à sélectionner ces immigrants, ok? Donc, vous allez faire une demande de sélection, du certificat de sélection du Québec pour pouvoir obtenir votre résidence permanente au Québec, ok? Pour ce qui est des autres provinces, vous n'avez pas besoin de CSQ. Là, je vous ai présenté les différents statuts d'immigration au Canada. Là, je vais maintenant vous présenter les différentes aides sociales auxquelles vous avez droit, tout dépendamment de la catégorie à laquelle vous appartenez. Donc, je m'excuse, je vais lire mes notes, bien sûr. Donc, pour ce qui est de l'accès aux mesures sociales, aux aides sociales, pour ce qui est de la province du Québec, c'est là où j'ai plus d'informations.
Tout le monde a droit aux aides sociales, peu importe le statut d'immigration. Tout le monde a le droit à des aides sociales, tout dépend, peu importe son statut d'immigration, mais n'a pas droit à toutes les aides sociales. Ok, donc ça va être très important de suivre. Donc, premièrement, vous allez, si vous êtes résident permanent dans la province du Québec, vous allez pouvoir bénéficier du régime d'assurance maladie. Vous allez bénéficier des aides sociales. Vous allez pouvoir bénéficier des allocations pour enfants si vous êtes des parents. Donc, les allocations pour enfants, c'est des enfants de 0 à 18 ans. C'est des aides qui sont versées mensuellement et généralement, c'est dans le compte de la mère. Et aussi, vous allez pouvoir bénéficier de logements sociaux, services de garde subventionnés. Okay? Donc, les résidents permanents, eux, bénéficient de tous les aides sociaux gouvernementaux en passant par le régime d'assurance maladie, les aides sociaux, allocations pour enfants, logement social qu'on appelle communément des HLM et aussi des services de garde subventionnés pour enfants. Les services de garde, c'est les garderies pour les enfants. Ensuite, les résidents temporaires, ok? Eux, ils vont bénéficier de quoi? Bon, il y a presque rien. Il y a presque rien, sauf que ils peuvent bénéficier de certaines aides discrétionnaires, ok? Dans certaines conditions, dans certaines situations d'urgence, mais ils ne précisent pas de quoi exactement. Puis aussi, ils disent que pour ceux qui ont des allocations pour enfants, écoutez très bien, d'habitude après 18 mois pour les travailleurs temporaires et les étudiants. Donc, après 18 mois, si vous avez un enfant, vous êtes un étudiant, vous avez un enfant, après 18 mois, vous pourrez bénéficier des allocations pour enfants. Pour ceux qui ont des logements sociaux, les étudiants n'ont pas droit. Et pour ceux qui ont des services de garde subventionnés, ça rentre toujours dans la partie des enfants. La plupart des étudiants peuvent en bénéficier, mais c'est sous certaines conditions différentes. Donc, ils ne vont pas dire vous allez bénéficier de tant, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut bénéficier. Donc, ils vont évaluer cas par cas. Ok, est-ce qu'on te donne, on te donne pas, on te donne ça, on te donne pas ça. C'est vraiment discrétionnaire. Soit on peut te donner ou pas, mais c'est pas à tout le monde qu'on donne. Ok, donc en gros, les résidents temporaires, les travailleurs, vous avez presque pas droit au régime d'assurance maladie, aide sociale et allocation pour enfants. Logement social, vous n'en avez pas. Allocation pour enfants selon certaines conditions. Service de garde aussi selon certaines conditions. Pour les travailleurs, sachez que vous pourrez bénéficier de régime d'assurance maladie, mais sous certaines conditions aussi. Donc, c'est votre employeur qui va faire un peu les démarches au niveau de la régie. Maintenant, les réfugiés acceptés. Les réfugiés acceptés, si je répète encore, c'est cette personne-là qui a fait une demande d'asile, a montré les preuves, les arguments qui sont que c'est vrai qu'il ne peut pas rentrer dans son pays et son statut a été accepté. Donc, c'est un réfugié accepté au Canada. Cette personne-là va pouvoir bénéficier du régime d'assurance maladie, va bénéficier des aides sociaux, va bénéficier des allocations pour enfants, va bénéficier des logements sociaux, non pas des logements sociaux, va aussi bénéficier de services de garde. Ok, donc les réfugiés bénéficient de tout, comme les résidents permanents, en dehors des logements sociaux. Les demandeurs d'asile, eux là, ils bénéficient simplement de deux choses. Première chose, soins de santé couverts par le programme fédéral de santé et aussi des aides sociaux. C'est les deux choses. Donc, pourquoi est-ce que le statut de demandeur d'asile, ça va être très stressant? C'est parce que vous allez bénéficier des aides sociaux. Aides sociaux, là, c'est combien? Par rapport à vos statuts de travailleur, où vous avez un salaire assez conséquent qui permet d'aider votre famille. Donc, ne vous dites pas que le fait d'être demandeur d'asile, oui, vous allez bénéficier d'un service des soins de santé couverts par le programme fédéral et des aides sociaux, que vous tous là, vous allez avoir. Hein? Donc, pensez-y un peu plus. Et aussi, les montants là, vous pensez que les aides sociales là, c'est combien? C'est 1000 par mois, hein? Vous allez recevoir autour de 300, 400 par mois, tout dépendamment encore de votre dossier.
OK? Donc, pour le moment, les demandeurs d'asile ne bénéficient pas d'allocation pour enfants. Donc, si tu viens ici, toi et ta femme, tes 4-5 enfants, vous tous là, vous voulez demander l'asile, là, vous n'allez pas avoir d'argent pour les enfants. Vous n'allez pas avoir de logements sociaux. Il n'y a pas de garderie subventionnée pour vous ici. Et les personnes sans statut, eux, ça va être plus les enfants mineurs qui vont être admissibles au régime d'assurance maladie provinciale. Et aussi, ils peuvent, au niveau de l'aide sociale, les personnes statut, ils peuvent recevoir une aide discrétionnaire dans certaines situations d'urgence. Dans certaines situations d'urgence, ils n'ont pas précisé lesquelles sur le site du gouvernement du Québec. Donc, situation, une aide discrétionnaire. Quand on dit discrétionnaire, ça dépend de votre dossier. Ça dépend même de la personne aussi qui analyse votre dossier. Donc, pensez-y un peu à votre procédure, pensez un peu à votre stratégie, dans quoi est-ce que vous voulez émigrer, quel est le futur que vous pensez que vous voulez avoir au Canada, vous allez pouvoir faire un choix éclairé. Donc, lorsque vous êtes étudiant ici, faites des recherches sur le statut de demandeur d'asile. Ne vous laissez pas entraîner. Lorsque vous êtes travailleur, travaillez en toute légalité. Plus vous faites vos démarches d'une façon légale, plus ça avance vite. Ça vous empêche le stress, la peur d'être déporté, retourner dans le pays, les mains vides avec tout ce que vous aurez dépensé ici. Et ne vous faites pas tromper en vous disant que oh, mais si tu es demandeur d'asile, tu vas bénéficier de tout ça là, de tout ça là. Non, hein? Service de santé fédéral et aussi aide discrétionnaire. Quand on parle de aide discrétionnaire là, ok, à bon entendeur, salut. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de me mettre un like, un pouce bleu, de partager, de partager la vidéo et aussi partager votre point de vue dans les commentaires. Si vous voulez ajouter des informations dans les commentaires, vous savez, je ne suis pas la Bible, je ne connais pas tout, je ne suis pas un dictionnaire. Je vous partage mes recherches, mes connaissances pour mieux quand même vous orienter. Cela ne vous empêche pas de consulter les sites officiels du gouvernement du Canada. Donc, portez-vous bien. Bon succès dans vos différentes démarches. Prenez soin de vous. On se dit à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.